Caroline. La une de Franc-Tireur cette semaine, la voilà. Mission impossible. Attention, ce gouvernement peut s'autodétruire, donc on est en plein Tom Cruise. Eh bien, il l'a fait. Il est peut-être en passe de le faire. Il est sans doute en passe de le faire, Sébastien Lecornu. Peut-être le message qui va s'autodétruire, mais pas le gouvernement. On en parle effectivement depuis maintenant un peu plus d'une heure. Mais votre parti pris ce soir, vous nous dites, on peut se réjouir parce qu'on est peut-être en train de gagner une bataille d'une trêve durable à Gaza, mais on a perdu la bataille de la vérité. Cette guerre à Gaza a marqué la défaite de la vérité. De quelle défaite parlez-vous ? La défaite du réel, la défaite de la parole publique qui s'est imposée sur la scène publique, dans l'espace public. Vous parlez des fausses photos, vous parlez des fausses infos, vous parlez des fausses affirmations. On va voir lesquelles et comment dans un court instant avec quelques révélations à la clé. Alors on va y aller dès maintenant. Il n'y a pas de pub ce soir. Alors on va démarrer. On va démarrer dès maintenant. Et vous souhaitiez commencer avec peut-être d'abord avec ces images de bonheur qui contrastent avec au fond l'inquiétude qui est née en vous sur ce que laissera cette guerre, si elle s'achève, bien sûr, aujourd'hui. Oui, d'abord, on prend effectivement quelques secondes pour savourer ces images-là. On les attendait depuis si longtemps. Et avec ce soulagement, on vient aussi à un moment où on peut enfin prendre un peu du recul sur les 2 ans qu'on vient de traverser. Où, pour le coup, l'émotion autour de ce conflit Hamas-Israël, je dis toujours Hamas-Israël, je ne dis pas le conflit israélo-palestinien, parce que c'est une autre guerre que celle que l'on vient de vivre ces 2 dernières années. Et ce conflit Hamas-Israël a généré un torrent d'émotions qui est allé de pair avec un torrent de manipulation. Et pour les journalistes, ça a été un enfer d'y résister. D'abord parce qu'on a subi beaucoup d'intimidations, beaucoup d'injonctions via les réseaux sociaux, mais aussi avec des politiques, avec des militants qui nous ont traités de tous les noms chaque fois qu'on a essayé de se mettre en travers de la désinformation au nom de l'émotion. Et du coup, avant de pouvoir enfin reprendre le cours d'une vie normale et de pouvoir retraiter des thèmes qui sont beaucoup moins douloureux, beaucoup moins sensibles et donc qui demandent beaucoup moins de travail, je voudrais essayer de faire un petit bilan de quelques immenses arnaques où je n'ai pas vu beaucoup de mes confrères résister, ce qui, moi, restera un souvenir douloureux pour moi. J'ai eu l'impression parfois d'assister à une forme de faillite journalistique, honnêtement, face à la pression. Alors c'est passionnant. Vous vouliez démarrer par une affaire toute récente. C'est celle de celui qu'on appelle Fafo. C'est un influenceur gazaoui qui a été longtemps présenté comme un journaliste indépendant, en particulier par une femme dont la parole a du poids, Greta Thunberg. Oui, qui vient de déplorer sa mort, puisqu'il vient de mourir, ce militant, parce que ça n'est pas un journaliste, c'est un influenceur, c'est même parfois un acteur, un influenceur qui a commencé très très jeune à se filmer dans la bande de Gaza. Donc, il s'appelle Jafar Aoui, mais tout le monde le connaît par son surnom qui est Fafo. Et pour certains qui connaissent son parcours, c'est un peu le roi du faux. Fafo, c'était le roi du faux. Vous le voyez là avec un gilet pare-balles marqué presse, mais comme on peut s'en acheter dans n'importe quel magasin, parce qu'en réalité, il n'était pas du tout journaliste, c'était le roi des propagandistes. C'est quelqu'un qui, avec un compte, je crois qu'il a plus de 4,5 millions de followers, a semé la désinformation pendant ces 2 ans de conflit. Il avait commencé à l'âge de 16 ans, donc ça faisait déjà très très longtemps qu'il le pratiquait. C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art, malheureusement, qui fait partie de la propagande des groupes palestiniens les plus radicaux, pour justement faire des mises en scène, désinformer, faire des faux carnages, comme si c'était nécessaire. C'est ça qui était très surprenant dans le succès qu'a eu Fafo même pendant cette guerre, c'est qu'il y avait évidemment déjà tellement de vrais morts, tellement de vrais bombardements, de vraies victimes, que moi je n'ai pas réussi à comprendre que lui ait continué à avoir du succès pendant cette période, que des journalistes continuent à s'y référer, et qu'une militante comme Greta Thunberg, qui a une responsabilité, parce que c'est une figure de la jeunesse, elle a donné beaucoup de visibilité à la fameuse flottille, aux fameuses flottilles de Gaza, sur lesquelles on reviendra, mais qui étaient là aussi très largement encouragées par des proches du Hamas. Et là, elle vient de faire ce tweet pour déplorer le meurtre donc de Saleh Al-Jafaraoui, en disant, vous voyez, le génocide continue, malgré le cessez-le-feu, Israël, en gros, continue à tuer. Je souris parce que c'est tellement grave ce qu'elle vient de faire. Elle qui, encore une fois, a tellement de poids sur la jeunesse. Elle se trompe ou non, elle ment. Tout est. Alors, il est vraiment mort, ça c'est vrai. Mais il a été tué par des Palestiniens,
pas par des Israéliens, c'est un petit détail qui compte pour crier au génocide ou au fait de violer un cessez-le-feu. Il a été tué dans des circonstances qu'on n'arrive pas encore à établir, soit par des gangs rivaux du Hamas, soit par des gens plus proches du Hamas, parce qu'il est aussi accusé, El Jafaraoui, d'avoir levé des fonds, plus de 10 millions pour la reconstruction d'un hôpital et d'avoir gardé l'argent sur son compte. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas été tué par des Israéliens. C'est le premier mensonge. Et l'autre chose, c'est de célébrer un propagandiste comme un journaliste. Un propagandiste, encore une fois, on va juste voir la vidéo qu'il avait tournée le 7 octobre où il se réjouissait, il disait que c'était le plus beau jour de sa vie et il criait Allahu Akbar. C'est pas des réflexes de journaliste. On va le voir dans cette première vidéo, puis dans une deuxième vidéo où carrément il met en scène un faux massacre. Et c'est très très grave, si vous voulez, d'ajouter, c'est un peu comme font les Russes quand ils font des fausses mises en scène alors qu'il y a une vraie guerre, parce que ça brouille le vrai et le faux et qu'ensuite on ne sait plus du tout à qui se fier. Et ça, c'est un poison sur nos vies. Donc si on veut voir la vidéo, on le voit se réjouir du 7 octobre, et puis celle où il est carrément, la mise en scène est grossière, je ne sais pas qui ça a pu tromper, avec du faux sang, des gens qui font semblant de pleurer. On regarde. Alors, ça c'est tourné le 7 octobre, donc plus beau jour de sa vie. Et la deuxième qui est vraiment grossièrement, il a du sang sur les mains, voilà. Alors, il faut le savoir que Fafo, on l'a vu mourir des dizaines de fois. Il a joué plusieurs rôles. On l'a vu jouer un patient qui décède à l'hôpital, on l'a vu jouer un ambulancier, enfin on l'a vu jouer tous les métiers du monde depuis 2 ans, que des mises en scène avec des déguisements. Mais ce sont des vidéos qui ont vraiment retourné notre jeunesse, qui lui ont vraiment lavé le cerveau et qui lui ont vraiment fait croire à des scènes qui n'étaient pas vraies. Alors qu'encore une fois, il y avait vraiment des victimes et vraiment des scènes terribles, mais c'était pas celle-là. Et ça reste suffisamment grave pour le relever. Et simplement, vous allez nous montrer d'autres exemples qui vous ont malheureusement frappé, dans le mauvais sens du terme. Mais quel est le ressort dans ces cas-là? Quelqu'un comme Greta Thunberg, mais vous m'avez dit, il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont déploré la mort d'un grand journaliste. Ces vidéos, elles sont publiques, on peut le voir, on peut faire le même constat que vous faites. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi pas plus de journalistes ont fait ce constat publiquement. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement peur de se faire traiter de génocidaires, de complices d'Israël sur les réseaux sociaux, ce qui peut, entre guillemets, vous valoir de vous faire descendre dans les rues de Paris, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont très excités par cette cause, qu'il y a beaucoup d'islamistes qui sont très, très remontés. Et donc, c'est bien pour ça que c'est si terrible et d'être si peu nombreux à le faire, parce que franchement, quand on sort, dans mon cas, de 10 ans à vous faire traiter d'islamophobe parce que vous avez démasqué Tariq Ramadan et les frères musulmans, plus parce que vous avez dénoncé les attentats contre Charlie Hebdo, et qu'ensuite vous avez toujours les mêmes d'ailleurs, comme le champion de ça, c'est le député Aymeric Caron, champion en harcèlement en ligne, de journalistes, soit qu'ils jalousent, soit tout simplement qu'ils disent des vérités qu'il ne veut pas entendre. Quand vous avez des députés maintenant, parce que quand Aymeric Caron me harcelait et reprenait des éléments de langage d'islamiste il y a quelques années, il était qu'animateur télévision. Maintenant, il est passé député, il siège à l'Assemblée nationale, c'est avec l'argent de nos impôts qu'il cogne systématiquement sur toute personne qui ose dire quelques vérités. Quand vous débunkez une fake news, il fait croire que vous la relayez. J'ai jamais vu autant de mauvaise foi de ma vie, à part chez les frères musulmans. Je veux dire, et comme j'ai travaillé 20 ans sur les frères musulmans, évidemment, j'ai un tout petit peu d'avance pour repérer les mises en scène, les opérations de communication fréristes. Vous voulez nous parler aussi du nouvel épisode de La Flottille? Mais La Flottille fait partie de ces opérations de communication tout est grossier et tout mène à une opération de communication grossièrement proche des frères musulmans. D'abord, il y a quelqu'un qui l'a infiltré il y a quelques années, parce que ces flottilles sont organisées depuis très longtemps, qui a enregistré en caméra cachée qu'il recevait de l'argent des frères musulmans. Ensuite, l'organisateur anglais, qui est proche des cadres du Hamas, j'étais une des premières à en parler sur ce plateau, David, en juin dernier. Zouhair Biraoui est un proche du Hamas, et c'est lui qui dit que ce sont des opérations de communication qui visent, on le voit là à côté de Greta Thunberg, qui visent en fait à briser le blocus naval et pas le blocus humanitaire. Et des jeunes se sont prêtés à cette mascarade, à cette opération de communication effectivement téléguidée par des proches du Hamas, dont Greta Thunberg, qui, je ne sais pas quelle est la part elle-même, ou si elle y croit, ou si elle le fait croire, mais je me dis qu'elle est elle-même victime de la désinformation, parce qu'elle a encore publié un faux récemment, un autre faux dont je voulais qu'on parle aussi. Il y a quelques jours, elle a voulu dénoncer le sort des prisonniers palestiniens, qui, au passage, les prisonniers palestiniens, ceux qui sont dans les prisons d'Israël, sont souvent soit des terroristes, soit des criminels de sang,
sur lesquels des journalistes sont en train de pleurer en ce moment, comme si c'était des otages qu'on libère. Et ben Greta Thunberg, pour se plaindre du traitement des prisonniers palestiniens, a publié une photo d'un otage du Hamas israélien, de Eviatar David, celui qu'on avait vu, vous savez, creusant sa tombe amaigrie terriblement. Elle l'a mis comme une preuve du traitement des prisonniers palestiniens par les Israéliens. C'était juste l'inverse, c'était juste un otage du Hamas. C'est pour vous dire à quel niveau de manipulation on est arrivé, jusqu'à manipuler des symboles de la jeunesse qui, à son tour, manipulent notre jeunesse. Vous vouliez dire quelques mots sur la famine aussi. À un moment donné, il a été question d'un état de famine. Quand on dit famine, évidemment, beaucoup d'images viennent à l'esprit, les terribles famines qu'a connues en particulier l'Afrique de l'Est il n'y a pas si longtemps. Que connaît le Soudan en ce moment, dont personne ne parle, où la famine est déclarée, avérée, et là on parle de millions de déplacés et de centaines de milliers de gens qui souffrent de la faim. Personne n'en parle. Vous avez personne qui part à bord d'un bateau pour essayer de les sauver. Par contre, on a vu beaucoup d'images, évidemment, de Gaza, qui est toujours un point de crispation. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait pas eu de catastrophe humanitaire à Gaza. Évidemment qu'il y avait une catastrophe humanitaire à Gaza et qu'elle continue à durer. Évidemment que les conditions de vie des Gazaouis restent terribles. Elles vont le rester pendant, malheureusement, très longtemps. Mais par exemple, l'ONU a changé ses critères pour s'inquiéter d'une famine à Gaza. Elle n'a pas appliqué les mêmes critères que pour tous les autres conflits du monde. Des critères de tour de poignée déclarés ou mesurés sur place par des relais, non pas en personne, des relais dont on peut aussi se demander s'ils ne sont pas l'équivalent de certains fixeurs, de certains journalistes sous contrôle du Hamas, auxquels on ne peut pas malheureusement faire entièrement confiance. Mais plus que ça, on a vu plein d'images, et le plateau d'LCI était peut-être, avec franc-tireur, l'un des seuls à oser là aussi de débunker des photos qui ont ému le monde entier, qui ont aussi ému notre jeunesse, à la une du Daily Express, du New York Times, et d'ailleurs, dont on a appris par la suite qu'il ne s'agissait pas d'enfants qui souffraient de malnutrition à cause de la famine, mais qui souffraient de malnutrition à cause de maladies génétiques, qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas ingérer et digérer les aliments. Il y a beaucoup de ces maladies génétiques qui sont soignées dans un hôpital de Gaza, et visiblement, ces patients ont servi à faire des photos pour faire croire à une famine généralisée à ce niveau de gravité sur place. Ce qui ne veut pas, encore une fois, dire qu'il n'y a pas des problèmes de malnutrition, mais on sait aussi qu'il y a la distribution de vivres à Gaza, contrairement à ce qui a été dit. Avec les problèmes. C'est un point très important dans votre raisonnement, il faut s'y arrêter quelques instants. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il n'y a pas eu même des cas de famine. Non, personne ne peut le dire. Personne n'était là sur place. Vous êtes en train de dire que bien des documents qui ont occupé une grande place dans l'espace public, y compris dans l'espace journalistique, pour accréditer cette idée de famine, était biaisé. Mais moi, je connais indirectement un médecin qui est allé à Gaza plusieurs fois et qui dit qu'il a vu vraiment des situations comme il en avait rarement vu dans sa situation d'humanitaire. Je crois ces témoignages-là. J'ai juste un problème comme journaliste avec le fait qu'on utilise des photos qui ne sont pas correctes. On a même eu des photos qui remontaient à la famine du Yémen pour illustrer une famine en cours à Gaza. Qu'aucun journaliste ne soit ému à l'idée de rectifier ça, et quand on l'a fait sur le plateau d'LCI, il faut du courage. Je sais qu'il faut du courage aux journalistes pour y aller, parce qu'ils vont se faire incendier ensuite sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le cuir un peu épais et j'ai le dos assez large. J'y vais, mais il faut qu'on soit plus nombreux, parce que c'est trop grave. Il y a la famine, il y a les chiffres aussi. Vous vouliez nous parler aussi de cet intox. Alors, mauvaise interprétation délibérée ou erreur d'interprétation sur les 83% de morts civiles qu'auraient causé les bombardements. Mais là, c'est terrible, parce que on sait déjà depuis le début de ce conflit que la presse s'est empressée de reprendre les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Comme si le Hamas, pareil, est-ce qu'il faut travailler 20 ans sur les frères musulmans pour savoir qu'ils sont capables de mentir ? Là, carrément, on a vu un historien, Vincent Lemire, et d'autres, reprendre ce chiffre de 83% de victimes civiles à Gaza. Ce chiffre est totalement trafiqué. Il remonte à un article totalement mensonger du Guardian. Et pardon de vous dire que quand on travaille sur les frères musulmans, il y a quelques journaux qu'on évite de lire parce qu'on est habitué à ce qu'ils commettent des erreurs un peu étonnantes. Et le Guardian, avec le New York Times, Washington Post et Le Monde, en font partie. Donc ce chiffre de 83%, en réalité, n'est pas du tout avéré. Il se base sur un fichier qu'a Israël de cibles, de renseignements militaires israéliens, de cibles qu'ils avaient même avant la guerre, comme un peu nos fichiers S, pour simplifier. Et ils ont comparé dans les victimes, ou en tout cas dans les cibles qu'ils ont, eux, éliminées pendant la guerre à Gaza, ils ont comparé avec ce fichier pour essayer de trouver une correspondance, et ils ont identifié 8900 noms qu'ils connaissaient déjà.
C'est-à-dire 17%. Ça ne veut, 17%. Mais ça ne veut absolument pas dire que les autres personnes éliminées, parmi les 67 000 morts dont parle le Hamas, parce que ça, pour l'instant, c'est un chiffre du Hamas, sont tous des civils. Ça veut dire que ce sont des combattants qui n'étaient pas déjà dans ce fichier. C'est quand même complètement différent. Vous voyez ce qu'on peut arriver à faire. Si on est persuadé que le ratio de cette guerre était de un combattant tué pour 9 civils, alors oui, tout ce que dit effectivement les soutiens du Hamas est assez vrai. Ce serait une guerre c'est une guerre qui reste terrible et effroyable. Mais le ratio, pour l'instant, et on n'arrive pas à le vérifier, que défend Israël, c'est au début de la guerre, un combattant pour un civil, puis on est plutôt vers un combattant pour 2 civils, ce qui reste évidemment terrible, David, parce que c'est toujours 2 civils qui meurent pour rien. Mais ça fait partie des ratios moyens de la plupart des guerres. Et surtout, pourquoi avoir besoin d'inventer des morts quand il y en a déjà? Voilà. Mais encore une fois, la situation est suffisamment grave, terrible, atroce pour ne pas. Alors, quand on est un militant et qu'on est là pour défendre une cause et pour faire naître une émotion, je peux le comprendre. Mais quand on est un historien, quand on est un journaliste, quand on est des professionnels de l'information, nous n'avons pas le droit de céder à ça. Nous sommes obligés d'y résister, parce qu'encore une fois, je voudrais qu'on voit les images de la libération de Mossoul après la guerre que nous avons menée aux côtés des armées kurdes et arabes contre Daesh. Quand Daesh nous envoyait pas des roquettes, mais des attentats projetés. C'était un peu l'équivalent de la menace qu'a subie Israël avec le Hamas. Les images de Mossoul sont les mêmes que celles qu'on est en train de découvrir de Gaza. Imaginez qu'à l'époque, vous aviez eu des propagandistes comme Fafo qui se filmaient chaque fois qu'on envoyait une roquette sur un leader de Daesh, ou qu'on envoyait un missile sur un leader de Daesh, en multipliant par 10 le nombre des victimes, en ajoutant 10 fois plus de vraies victimes, de fausses victimes ou vraies victimes. Qu'on ait eu des jeunes dans les universités qui soient descendus dans la rue pour mettre la pression sur les démocraties et non pas sur Daesh. Au lieu de dénoncer Daesh, qui dénonce les démocraties. C'est ça qu'on a vécu pendant 2 ans. C'est des campus d'étudiants qui ont exagérément feint d'oublier qu'une guerre, c'est effectivement très violent, mais qu'elle avait commencé par un pogrom, qu'elle avait commencé par une prise d'otage, et on découvre quoi 2 ans après? Qu'elle finit par une prise d'otage? Qu'elle finit par la libération de ces otages? Donc c'était pas un génocide. Parce qu'un génocide, selon la définition, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce mot, il faut finir par là. Ce mot a été jeté à la figure de toute personne qui a essayé de raisonner ou d'informer pendant cette période. Il a servi à délivrer des permis de tuer. Il y a des gens qui sont morts aux États-Unis, en Occident, parce qu'on les a accusés d'être des partisans d'un génocide, et que du coup, ça vous donne un droit de tuer. Si vous êtes associé à un génocide, on a le droit de vous tuer. Franchement, c'était ça le risque avec cette expression. Or, un génocide, c'est quelque chose de très précis. C'est une intention d'exterminer un peuple jusqu'au dernier. On ne prévient pas avant de bombarder comme l'ont fait les Israéliens. On ne distribue pas de la nourriture, malgré tous les problèmes que vous avez rappelés, David, avec une fondation. Et ça n'est pas du tout une question de nombre, c'est vraiment une question d'éradication systématique. Sur quoi se sont appuyés, y compris ceux qui ont repris cette expression en politique, ou même parfois, je l'ai vu dans la bouche de journalistes, ce qui est encore plus terrible, pour parler de génocide. Sur la Cour internationale de justice, pareil, comme le document du Guardian, totalement déformé. Quand Jean-Luc Mélenchon et le LFI vous dit que le génocide a été prouvé par la Cour internationale de justice, ou Rima Hassan, c'est totalement faux. L'Afrique du Sud a fait une plainte devant la Cour internationale de justice, qui n'a pas reconnu l'existence d'un génocide, qui a simplement alerté en demandant de prendre toutes les mesures possibles pour éviter un plausible génocide. Et pour s'inquiéter, la Cour s'est basée sur quoi? Sur les déclarations de 2 ministres d'extrême droite de M. Netanyahou, qui sont 2 affreux, capables de dire des choses abominables à longueur de journée, qui d'ailleurs n'approuvent pas le plan de paix. M. Ben Gvir et M. Smotrich, à qui Franc-Tireur a aussi consacré des portraits qui fâchent, édifiants, parce que ce sont des extrémistes, mais ce sont sur des paroles qu'ils se sont basés, sur des intentions qui pouvaient laisser croire un plausible génocide. La Cour internationale de justice, il faut le dire, David, n'a jamais établi de génocide. Quelle est la deuxième source ? En dehors de quelques ONG qui, là aussi, sur la question de l'islamisme, sont constamment et régulièrement à la dérive, quelle est la deuxième source invoquée par des politiques et des intellectuels qui ont, à mon avis, trahi leur devoir d'honnêteté intellectuelle pour parler de génocide? Francesca Albanese de l'ONU. Alors là, Francesca Albanese de l'ONU, excusez-moi, je finis par là, mais c'est un dossier qui mériterait en soi une chronique.
la rapporteure très spéciale de l'ONU au territoire palestinien, une militante italienne. Je suis tout à fait consciente que si vous dites à quelqu'un, une rapporteuse de l'ONU, a parlé dans un rapport de génocide... Sérieux. Ça fait sérieux. Évidemment, vous le croyez. Mais c'est là aussi notre travail de journaliste, de rappeler que l'ONU est une communauté de pays avec des rapports de force. Il n'y a pas que des démocraties. Et que les rapporteurs ne sont pas nommés en fonction de leur expertise ou de leur diplôme. Ce sont des nominations politiques. Ils sont nommés parce que des pays font campagne pour vous. En l'occurrence, Francesca Albanese est une militante très radicale qui a été poussée à ce poste par des pays, notamment de l'Organisation de la Conférence islamique, qui ont intérêt à la mettre là pour faire ce genre de rapport. Mais tout le monde sait à quoi s'en tenir quand Francesca Albanese parle. C'est quelqu'un qui est en plein conflit d'intérêts. Son mari dépendait de contrats avec l'autorité palestinienne. Elle fait des conférences avec des cadres du Hamas. Elle refuse qu'on critique le Hamas. Elle dit que c'est un mouvement très sérieux qui a permis de remettre la cause palestinienne au centre de tout. Elle a relayé des tweets complotistes sur les attentats de Paris et du Bataclan, se demandant si le Mossad et la CIA n'étaient pas derrière. Et je voudrais que nos spectateurs voient cette séquence, parce que du coup, vous allez voir tout le personnage et vous allez comprendre. Je parle même pas des accusations de toucher de l'argent. Ça a été établi, elle a été prise le doigt dans le pot de confiture, à toucher de l'argent qu'elle n'aurait pas dû toucher en raison de son mandat. Je voudrais juste qu'on voit cette scène, qui était il y a quelques jours, en Italie, dans un petit village, une petite ville, d'Italie, où on lui a remis un prix, une très haute distinction, et ce maire italien, malheureusement, a commis l'erreur de prononcer une phrase qui a horrifié Francesca Albanese et ses sympathisants, on va l'entendre, il a demandé la libération des otages. On me dit qu'on l'a pas. On l'a pas. Eh bien écoutez, le maire, tout simplement, mais on peut retrouver ces images sur les réseaux sociaux, a tout simplement cru bon, avant de lui remettre ce prix, de demander la libération des otages pour espérer enfin la paix. Et il s'est fait proprement huer par les partisans de Francesca Albanese, qui s'est caché la main, qui s'est caché le visage avec la main. Quelqu'un a crié honte, elle a applaudi. Et après, on n'a pas les images, mais vous les trouvez sur les réseaux, elle a demandé au maire de ne plus jamais prononcer cette phrase, qu'elle lui pardonnait, mais qui lui avait fait honte, et qu'il n'y avait pas à demander la libération des otages. C'est ça la rapporteuse de l'ONU sur laquelle on se base pour parler de génocide. Je peux vous dire que j'ai laissé de côté tellement d'autres exemples. Je peux finir par un tout dernier, David. Quand je vois des médias et des journalistes ces derniers jours, encore une fois, renvoyés dos à dos, la sortie des otages détenus dans des tunnels et torturés par le Hamas pendant 2 ans, avec les prisonniers en face qu'ont exigé le Hamas, c'est-à-dire des terroristes, des criminels, et les mettre dos à dos comme si c'était la même chose. Et je trouve ça scandaleux. On n'est même plus dans du relativisme lâche et honteux, on est vraiment dans la faillite du journalisme. Vos questions, vos réflexions. Encore une fois, autour de... J'ai une question sur les Nations Unies. Parce que je regardais pendant que je vous écoutais attentivement, et on est d'accord d'abord pour dire qu'un mort, c'est toujours un mort de trop. Absolument. Donc je vous dis ça parce que je vais parler chiffres. Et absolument. Est-ce que Pascal, vous m'autorisez juste à... Caroline l'a souvent fait. Caroline a souvent dit ici, oui, il y a des crimes de guerre à Gaza. Oui, l'armée israélienne commet des crimes de guerre. Pascal, pardon, je prends cette... je rebondis sur ce que vous dites parce que je sais tellement que je vais ramasser derrière et que j'ai tellement ramassé il y a 2 ans pour avoir dit sur un autre plateau une vie égale une vie, un enfant palestinien, un enfant israélien, c'est la même chose. Et même, je prenais à rebours des gens qui disaient mais ces enfants viennent de familles qui ont voté pour le Hamas, donc ils sont coupables. Je disais non, un enfant, c'est toujours innocent. Et pour moi, même les enfants soldats du Hamas sont des innocents. Une vie égale une vie. J'ai quand même été harcelée en ligne par les Russes qui se sont occupés de cette vidéo pour me faire dire l'inverse de ce que j'avais dit, et par quelques députés LFI. Et je vous écoute. Non, ma question, c'était les Nations Unies estiment qu'il y a 64 000 tués palestiniens par l'armée israélienne à Gaza, l'UNICEF 67 000. Ces 2 organisations sont-elles crédibles, croyez-vous, dans ces chiffres ? Je crois que personne ne peut avoir de certitude sur ces chiffres. Quand bien même on se baserait sur les chiffres viennent du Hamas dans la plupart des cas. Et si le Hamas parle de 67 000... C'est ce qu'il y a derrière ma question. Quelle est la source ? Comment est-ce que... Sur le terrain, aujourd'hui, il n'y a que le Hamas qui peut vraiment faire les comptes. Il faut dire que dans les conflits précédents, dans les épisodes précédents de ce très long conflit, les chiffres avancés par le Hamas, par le ministère de la Santé du Hamas, étaient considérés comme à peu près crédibles. Alors David, ce qu'on peut rectifier... À certaines occasions, ils ont pu être vérifiés. Alors des fois, ils rectifient effectivement. Par exemple, au début du conflit, ils augmentaient les chiffres de façon totalement mécanique. On avait l'impression que c'était un tableau Excel et c'était absolument fou. Après, ils ont arrêté le compteur et ils ont laissé, parce que les morts s'accumulaient vraiment, le réel rattraper leurs prévisions. Mais par exemple, parfois, le Hamas a retiré 1000 enfants d'un coup de ses comptes.
et la presse ne l'a pas du tout rapporté. Mais on peut... Moi, franchement, je ne suis incapable de le dire, mais je veux volontiers, je ne conteste même pas ce chiffre, si vous voulez. Oui, mais je voulais revenir sur le génocide, ce terme que vous avez utilisé, vous dites ça fait des morts. Et dans le Figaro Magazine, j'ai fait une enquête auprès de jeunes juifs français qui ont décidé de partir parce qu'ils ne peuvent plus vivre en France, ils ne se sentent plus, ils ont 18 à 24 ans, c'est-à-dire que c'est des gamins, ils arrêtent leurs études, ils partent. Alors il y a un programme spécifique en Israël qui s'appelle le programme Maal, qui leur permet d'intégrer l'armée, si après ils veulent s'installer en Israël. Et donc ils préfèrent vivre dans un pays en guerre, ou en tout cas sous la menace de la guerre, que de rester en France, où soit étudiants, soit lycéens, soit dans la rue, soit dans les boîtes de nuit, ils me racontent, ils sont sans cesse accusés, pire que harcelés, et en disant « Qu'est-ce que ça vous fait de tuer des bébés ? Ah, vous êtes un peuple génocidaire ?» Non, renvoyé à un supposé deuxième pays d'appartenance qui serait Israël, parce qu'ils sont de religion juive. Exactement. C'est l'essentialisation dont mais c'est surtout, bien souvent les Français sont des Français. Et c'est pire que ça, quelle que soit leur religion. C'est la nazification de gens qui, en solidarité avec un pays qui a été victime d'un pogrom, se retrouvent du côté des bourreaux. Et ce renversement-là, il ne date pas de ce conflit. On a publié une enquête, là aussi, elle est en accès libre, et je la recommande à nos spectateurs, dans Franc-Tireur, sur l'accusation rituelle d'Israël de génocide. Elle remonte à 1965. C'était un militant du Parti national-socialiste syrien, antisémite, nostalgique du Parti national-socialiste, qui a le premier accusé Israël d'être les vrais nazis. Et cette accusation ensuite a été reprise en France par Roger Garotti. Roger Garotti, un célèbre négationniste de la Shoah, qui l'a propagé dans les cercles intellectuels européens. Voilà comment, c'est ça la pensée aussi, la filiation intellectuelle de ces accusations, de ces renversements. On sait très bien le détecter sur les Russes. On a très bien compris que quand les Russes traitaient les Ukrainiens de nazis, c'était quand même un peu gonflé, mais on l'a laissé passer à propos d'Israël. Benjamin, dernier mot. Oui, je vais vous poser une question qui est une question insoluble, mais quand on interroge le constitutionnaliste sur la crise de la démocratie, j'ai coutume de dire que la Ve République, aussi imparfaite soit-elle, n'explique pas aujourd'hui la crise aux États-Unis, la crise dans à peu près dans tout le bloc occidental, et que la vraie crise aujourd'hui, c'est une crise de l'espace public. Et vous l'avez démontré de manière parfaitement chirurgicale. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Comment est-ce qu'on évite que le prochain conflit, donne lieu à autant de fake news ? Quel est l'élément qui permettrait, je sais c'est compliqué et insoluble, de demain faire que la vérité triomphe? Mais moi je crois beaucoup au fait d'être des boussoles qui restent des repères pour les citoyens. C'est-à-dire que je pense que le travail qu'on fait sur cette chaîne, LCI, que j'ai la chance aussi de pouvoir faire dans mon journal à Franc-Tireur, je crois qu'il restera pour les gens qui, à un moment donné, vont être fatigués d'être désinformés, manipulés. Il va leur rester quelques boussoles, ils vont se dire « je suis pas toujours d'accord avec ces gens, mais je peux leur faire confiance ». Ils ne vont pas au moins mentir sur les faits. Je crois en leur honnêteté, même si je ne suis pas d'accord toujours avec leur sensibilité ou avec leur approche. Et je ne crois qu'à ça. C'est le dernier repère qui peut faire tenir l'espace public dont vous parliez, Benjamin, pour un peu venir en soutien à la démocratie quand tout le reste vacille. Merci, Caroline. Et à mardi prochain. Merci, Benjamin, Karl, d'avoir animé 24 heures avec moi.